De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, Monsieur Bileoma, directeur général de la plateforme Ojala, ainsi que nos éditorialistes Gemal Talem et Alfred Chango. Selon des données qui ont été fournies par l'Initiative pour les marchés financiers en Afrique, la FMI, c'est un programme de la BAD, la Banque africaine de développement, l'emprunt souverain de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs d'un montant de 480 millions de dollars. Il arrive à maturité fin juin 2029 pour un taux initial de 4%. C'est un sujet d'Oumou Kelsomba. L'emprunt souverain international de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs. D'un montant de 480 millions de dollars, l'emprunt arrive à maturité en 2029 pour un taux initial de 4% et peine à rallier la confiance des investisseurs sur le marché secondaire international, selon les données fournies par l'Initiative pour les marchés financiers en Afrique, un programme de la Banque africaine de développement. Une situation qui a porté un coup sévère à la notation souveraine, nous disent les experts. Lorsque votre notation est mauvaise, cela augmente le coût d'acquisition, le coût d'accession aux ressources. Je prends un exemple très simple, c'est-à-dire si Standard & Poor's, Fitch ou Moody's, qui sont des grandes agences de notation dans le domaine de la finance internationale, vous accorde une note de C par exemple, le coût de la ressource peut passer par exemple de 3% à 8%. Alors que si on vous accorde A++ 3 fois, le même niveau de ressources que vous étiez en passe d'aller chercher sur le marché international peut facilement doubler, c'est-à-dire au lieu de 10%, ça peut tomber à 3%. Donc, une bonne notation baisse le coût d'accession à la ressource financière sur le marché international. La République du Congo subit les contre-coups de la baisse des cours mondiaux du pétrole. L'endettement public a baissé à 21,1% du PIB en 2010 après les annulations de dettes accordées par les bailleurs de fonds. Selon les estimations de Standard & Poor's, il devrait grimper à 56,6% en 2016 avant de revenir progressivement à 46,8% du PIB d'ici 2018. Lorsque la dette publique baisse, on a tendance à voir le déficit public qui baisse. Lorsque le niveau d'endettement va donc baisser, l'État pourra avoir assez de ressources maintenant pour pouvoir faire face au déficit public. Le déficit public, c'est quoi? C'est la différence entre les recettes de l'État hors emprunt, moins les remboursements de l'État, les dépenses de l'État hors remboursement de capitaux et intérêts d'emprunt. Et au niveau de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est 70% du PIB. Vous voyez très bien la marge que le pays a à pouvoir s'endetter davantage. Les perspectives macroéconomiques de la République du Congo sont légèrement positives sur la période allant jusqu'en 2021. Selon un rapport du FMI sur la fiscalité, ce pays de l'Afrique centrale devrait accroître ses recettes tout en réduisant son déficit budgétaire global. L'institution de Bretton Woods prévoit également une balance primaire positive et une stabilisation du niveau de ses dépenses publiques. Gemal, ces emprunts souverains à répétition ces derniers temps pour le continent africain, est-ce vraiment la solution pour maîtriser la crise financière qui se dessine actuellement? Je ne sais pas si c'est la solution. Si vous faites de l'emprunt pour préparer les générations futures, ça peut se comprendre. Et donc l'idée qu'on développe et qu'on crée des infrastructures durables pour l'avenir et qu'on fasse de l'emprunt pour cela, il est à la limite fait pour ça et c'est pas ça qui est dramatique. Mais quand vous faites de l'emprunt pour gérer le quotidien, financer le fonctionnement et payer des fonctionnaires, ça c'est dramatique, et dramatique pour le pays, tous les pays. Si en plus de ça, vous avez des recettes de matières premières qui ne sont plus très bonnes, vous avez une économie mal ajustée et une administration pléthorique et pas de bonne qualité, il est bien entendu que c'est encore plus dramatique. Et puis, que plus est, vous allez emprunter à des taux très élevés, vous avez une agence de notation qui vous note très mal, et donc fatalement, vous allez emprunter non pas à 6, comme dit le téléspectateur, mais plutôt vous êtes à 8, 9. Et ça, c'est absolument dramatique. Quand vous êtes le même pays, et j'en aurais fini, prenez la Roumanie. La Roumanie est capable d'emprunter sur le marché international à moins d'1%. Pourquoi? Parce qu'elle a une signature européenne qui la protège. Pourquoi? Parce qu'elle est capable d'avoir le fonds de stabilité et de garantie de l'Union européenne qui la protège. Si vous mettez les mêmes conditions dans un pays, je ne parle même pas le Congo, je prends le Maroc, vous n'avez pas les mêmes conditions, vous allez emprunter à un taux très élevé, 6%. Donc la solution est multiple. D'abord, on commence par ajuster son économie ou bien gérer ce qu'on a. Deuxièmement, on essaie de se regrouper un peu et d'avoir un fonds
commun de stabilité d'emprunt pour que l'emprunt se fasse de la zone et pas seulement sur un pays. Troisièmement, on essaie de préparer l'avenir avec son emprunt et pas gérer le quotidien. Oui, bien évidemment, Alfred, c'est ce que vous disiez. Et également en off, le problème, c'est bien évidemment le taux d'intérêt qui sont imposés à nos économies africaines. Mais évidemment, on n'en arriverait pas là si déjà la République du Congo gérait très bien les recettes du pétrole. Et investissait mieux dans les infrastructures, dans les équipements, etc. On n'en arriverait pas là. Donc c'est une mauvaise gestion des recettes du pétrole par le gouvernement congolais qui entraîne justement ces appels de fonds sur le marché international et qui vont lui coûter très cher. Parce qu'à un certain moment, avec la crise du pétrole, les recettes baissent. Et donc, les emprunts qui ont été faits, on n'arrive plus à rembourser les intérêts et du coup, on est très mal noté. Eh bien, ça fait cette difficulté-là. Et un autre pays, à l'instar du Tchad, dont on parlait en première partie, ou du Congo, des pays qui ont mal maîtrisé cette fluctuation du cours du baril, c'est bien évidemment le Nigeria qui a complètement été déstabilisé par la chute du baril. Aujourd'hui, c'est le secteur bancaire du pays qui est en crise, qui connaît une période particulièrement indélicate. C'est en tout cas ce que nous explique Birama Saounera. Au Nigeria, le secteur bancaire traverse une crise, une situation due à la récession qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Ainsi, les grandes banques sont affectées par la faible croissance économique. Dans une note publiée le 10 octobre 2016, la banque émirati Arcam tire la sonnette d'alarme sur la situation bancaire de la deuxième plus grande économie d'Afrique. Elle explique ainsi la contraction du crédit par l'échec des politiques fiscales et monétaires. Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui justifient la crise bancaire actuelle. La première chose, à mon sens, c'est d'abord une crise des fonds propres. Après la politique monétaire du Nigeria qui a fortement contracté la valeur de la monnaie par rapport aux autres monnaies. Beaucoup de banques nigérianes se financent à l'extérieur du pays, donc naturellement, la chute de la monnaie nigériane a un impact direct sur les fonds propres des banques nigérianes. Les besoins en capitaux des banques nigérianes risquent de s'aggraver en raison de la dépréciation du naira, la monnaie locale. Selon des analystes, plusieurs établissements bancaires sont sous-capitalisés avec un déficit de 3,2 milliards de dollars. Il y a de grands groupes bancaires panafricains, par exemple, qui aujourd'hui rencontrent de très très gros problèmes au Nigeria. C'est un très gros marché. Je pense à Ecobank, par exemple, au groupe PTI, dont les performances sont très très impactées par le marché nigérian. Je pense que la Banque centrale pourrait réagir à court terme avec des solutions de refinancement adaptées à la crise, parce que c'est là on approche vraiment d'une crise systémique. Donc il faut que les institutions monétaires réagissent à court terme pour faciliter le refinancement bancaire et faciliter aussi la reconstitution des fonds propres qui se détériorent au jour le jour, au fur et à mesure que le naira perd de sa valeur. Depuis 2005, les dépôts en devises étrangères se sont effondrés de 30%. Ainsi, l'agence de notation Moody's estime qu'ils pourront se stabiliser au cours de l'année 2017. En dépit de ces difficultés, le potentiel économique du Nigeria reste fort et continue d'attirer les investissements. Alfred, est-ce qu'on peut qualifier la situation du Nigeria comme une situation dramatique ? Non, disons que c'est la crise qui passe par là, la crise pétrolière et puis, j'allais dire, l'effritement des réserves de la banque ou de ces banques. Qui font effectivement qu'un certain nombre des banques nigérianes sont en difficulté. Cependant, évidemment, la surévaluation aussi du dollar qui pousse justement à la dévaluation du naira, même si à un certain moment, Muhammadu Buhari a hésité justement à faire cette dévaluation alors que le gouverneur de la banque insistait beaucoup, disant mais il faut jouer sur les leviers financiers, douaniers, et puis politique, économique, pour faire jouer les trois, pour permettre justement de stabiliser cette économie avec la crise, et puis suggérer justement la diversification de l'économie nigériane. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, la Banque centrale est là pour compenser les risques d'insolvabilité d'un certain nombre de banques.
parce que c'est finalement elle qui permet à ces banques commerciales de pouvoir avoir de fonds pour financer des projets qui sont proposés par les entrepreneurs ou des échanges interbancaires. Donc je crois qu'il y a ça. Et puis malgré tout, l'économie nigériane, c'est une économie qui est solide. Et donc ça peut permettre d'amortir en tout cas ce choc, j'allais dire, conjoncturel. J'ai mal une économie solidement en récession. Hein. Est-ce que les autorités nigérianes auraient pu éviter cette croissance négative? On a d'autres pays exportateurs de pétrole sur le continent qui ne sont pourtant pas en récession. Récession, non. Croissance négative, non plus. Elle a baissé de façon importante, mais pas considérable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas baissé de moitié, par exemple, alors que le prix du pétrole a baissé de moitié. Ça veut dire que le potentiel du Nigeria est très important et beaucoup plus important qu'on l'imagine. C'est la crise bancaire proprement dite. Il y a deux éléments, de mon point de vue, d'appréciation. Le premier, si on considère qu'il y a un problème de sous-capitalisation des banques, cela suppose les règles prudentielles imposées par la Banque centrale du Nigeria, que je ne connais pas très bien parce que je n'ai pas une grande connaissance de la loi bancaire au Nigeria, pour donner un avis plus précis. La deuxième chose, c'est donc le problème de récession et de la chute de la Naira. Que cela impacte les banques, ça c'est normal. Et de toute façon, ça a un impact direct, c'est la banque elle-même et donc sa capacité à réagir. Pour le reste, je ne suis pas très inquiet pour le Nigeria. C'est un pays de 200 millions d'habitants qui a des ressources absolument considérables et qui, quoi qu'on dise et quoi qu'on en pense, poussera cette région-là vers le haut, parce que poussera le même vers le haut. La situation des cours des matières premières, en tout cas du pétrole, sont aujourd'hui provisoires. Demain, la situation, de mon point de vue, sera meilleure. Et le système et le secteur bancaire du Nigeria, même faible, affaibli par la situation actuelle, n'est pas en soi menacé. En tout cas, c'est ce que disent tous les experts. Alfred, quel levier actionner prioritairement là, pour le Nigeria, pour se sortir de cette crise financière? Maîtriser déjà la chute des cours du pétrole, donc la baisse de recettes. Réorienter certains investissements vers des secteurs qui peuvent être porteurs pour l'économie nigériane, notamment dans la diversification, comme on le dit ici, vers l'agriculture, vers le tertiaire. Vers l'industrie de transformation sur place plutôt que toujours d'extraction et d'exportation, donc pour permettre justement de compenser au fond le déséquilibre qu'il y a entre les importations et les exportations liées justement à cette crise-là. On peut jouer sur ces leviers-là et puis avoir une politique, régler aussi la question de la corruption, parce que ça absorbe beaucoup d'argent et puis donc certains secteurs justement qui peuvent être financés par ça se retrouvent aujourd'hui en crise à cause de ça. Et on a un autre pays qui a subi également de plein fouet cette chute du prix du baril de pétrole, c'est le Gabon. Le Gabon qui fait l'objet ce soir de notre chiffre du jour, puisque le pays a été contraint de réduire de 5% son budget pour 2017. J'ai mal une réaction? C'est bien, c'est pas énorme. Ça ne s'appelle pas une crise dramatique. C'est un pays qui vit de plein fouet la situation que malheureusement tous les pays comme lui subissent. Et donc, ils sont obligés d'adapter la consommation aux moyens. Enfin, ça s'appelle juste gérer un bon père de famille. Si on n'est pas capable d'ajuster ses dépenses en fonction de ses recettes, c'est qu'on n'est pas très bon. Cela dit, le parallèle entre le Nigeria et le Gabon sont totalement différents. Le Gabon reste une économie sans doute liée au pétrole, mais c'est un petit marché. Le Nigeria est un marché de 200 millions d'habitants et il est normal que le Gabon agisse dans ces conditions-là. Il est moins normal que le Nigeria soit tributaire du prix du pétrole. Parce qu'encore une fois, si les Nigérians consommaient ce qu'ils produisaient, tout le continent africain s'en porterait pas plus mal. Toutefois, pour revenir au Gabon, le Gabon vit cette situation difficile. Il vient de subir des élections qui n'ont pas été très faciles. Et donc, je pense que l'avenir, hélas, du Gabon, encore pour quelque temps, est tributaire du prix du pétrole. Je ne sais pas quoi en penser de plus, sinon l'obligation qu'ils auront, encore une fois, d'ajuster jusqu'à ce que les prix du pétrole, mais enfin, voyez-vous, les économistes nous disent que d'ici la fin de l'année, on sera probablement à $110. Et Alfred, l'obligation également d'accélérer les réformes visant à diversifier l'économie, c'était d'ailleurs une promesse électorale du président Ali Bongo, j'ai envie de dire, on attend de voir. Oui, on attend de voir, Amira, parce qu'effectivement, c'est l'une des clés justement de la sortie du taux rente du pétrole. Et cette diversification a tardé à venir parce que justement, là encore, il y a eu ce retard à l'allumage des politiques pour prendre
conscience de la nécessité de ne plus être trop dépendant justement du pétrole. Alfred, merci pour vos analyses. Mais c'était un ravissement d'être avec vous autour de ce plateau, Amira. Et puis, je voudrais dire à mon ami, le secrétaire de l'organisation maritime d'Afrique centrale et de l'Ouest, un coucou. Et puis surtout à mes très chères téléspectatrices, merci de leur bienveillance. Et merci à vous, Gemal, également. Alors, je suis absolument content que Alfred enfin gratisse de sa bonté quelqu'un qui n'est pas une femme. C'est déjà une évolution absolument considérable et je m'en réjouis et je remercie mon ami, donc le secrétaire général de l'Organisation maritime d'Afrique centrale, d'y être arrivé. Pour la deuxième chose, je vais aussi déroger à mes habitudes. Je vais transmettre un coucou au poste frontalier entre le Togo et le Bénin pour le commissaire de police et ses collaborateurs du côté du Bénin, que je salue, dont je salue le professionnalisme et surtout leur fidélité à Africa 24 et je leur en remercie. À part ça, je souhaite bonne soirée à tous ceux qui nous regardent. Et on les remercie également. Merci à vous, Monsieur Biléoma. Vous étiez à notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur général de la plateforme Odjala. Merci. Merci pour l'occasion de parler d'Odjala. Toute l'équipe Odjala aussi suite cette émission et est très très contente de passer sur ce plateau. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. Merci à vous qui nous regardez aux quatre coins de l'Afrique. On se dit à demain pour une nouvelle émission cette semaine consacrée toujours aux startups africaines.